pensionnaire. Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1889. Je continue à dire chez nous, bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitions les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais M. Sorel, comme les autres élèves, il dirigeait à la fois le cours supérieur, où l'on préparait le brevet d'instituteur, et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge avec 5 portes vitrées sous des vignes vierges à l'extrémité du mur. Une cour immense avec préau et buanderie qui ouvrait en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route où donnait une petite grille et qui menait vers la gare à 3 kilomètres. Au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie. Demeure d'où partirent et où revinrent se briser comme des vagues sur un rocher désert nos aventures. Le hasard des changements, une décision d'inspecteur ou de préfet, nous avait conduits là. Vers la fin des vacances, il y a bien longtemps, une voiture de paysans qui précédait notre ménage nous avait déposé, ma mère et moi, devant la petite grille rouillée. Des gamins qui volaient des pêches dans le jardin s'étaient enfuis silencieusement par les trous de la haie. Ma mère, que nous appelions Milly, et qui était bien la ménagère la plus méthodique que j'ai jamais connue, était entrée aussitôt dans les pièces remplies de paille poussiéreuse. Et tout de suite, elle avait constaté avec désespoir, comme à chaque déplacé, que nos meubles ne tiendraient jamais dans une maison si mal construite. Elle était sortie pour me confier sa détresse. Tout en me parlant, elle avait essuyé doucement avec son mouchoir ma figure d'enfant noircie par le voyage. Puis elle était rentrée faire le compte des ouvertures qu'il fallait falloir condamner pour rendre le logement habitable. Quant à moi, coiffé d'un grand chapeau de paille à ruban, j'étais resté là, sur le gravier de cette cour étrangère, à attendre, à fureter petitement autour du puits et sous le hangar. C'est ainsi du moins que j'imagine aujourd'hui notre arrivée. Car aussitôt que je veux retrouver le lointain souvenir de cette première soirée d'attente dans notre cour de Sainte-Agathe, déjà ce sont d'autres attentes que je me rappelle. Déjà les deux mains appuyées au barreau du portail, je me vois épiante avec anxiété quelqu'un qui va descendre la grande rue. Et si j'essaie d'imaginer la première nuit que je vis passer dans ma mansarde, au milieu des greniers du premier étage, déjà ce sont d'autres nuits que je me rappelle. Je ne suis plus seul dans cette chambre. Une grande ombre inquiète et amie passe le long des murs et se promène. Tout ce paysage paisible, l'école, le champ du père Martin, avec ses 3 noyers, le jardin des 4 heures, envahi à chaque jour par des femmes en visite, est à jamais dans ma mémoire agité, transformé par la présence de celui qui bouleversa toute notre adolescence et dont la fuite même ne nous a pas laissé de repos. Nous étions pourtant depuis 10 ans dans ce pays lorsque Maune arriva. J'avais 15 ans. C'était un froid dimanche de novembre, le premier jour d'automne qui fit songer à l'hiver. Toute la journée, Milly avait attendu une voiture de la gare qui devait lui apporter un chapeau pour la mauvaise saison. Le matin, elle avait manqué la messe et jusqu'au sermon, assis dans le chœur avec les autres enfants, j'avais regardé anxieusement du côté des cloches pour la voir entrer avec son chapeau neuf. Après-midi, je dis partir seul à peine.
D'ailleurs, me dit-elle pour me consoler, en brossant de sa main sa fille d'enfant, là, vous était arrivé ce chapeau. Il aurait bien fallu, sans doute, que je passe le dimanche à la retraite. Souvent, nos dimanches, se passait ainsi. Ah, ça, c'est les WC. Ah oui, je voulais dire, c'est même du chien. Mon père s'en allait au loin, sur le bord de quelque étang couvert de brume, pêcher le brochet dans une barre. Et ma mère, retirée jusqu'à la nuit dans sa chambre obscure, rafistolait d'humbles toilettes. Elle s'enfermait ainsi de crainte qu'une dame de ses amis, aussi pauvre qu'elle, mais aussi fière, vint la surprendre. Et moi, les vêpres finies, j'attendais en lisant dans la froide salle à manger qu'elle ouvrit la porte pour me montrer comment se lui allait. Ce dimanche-là, quelque animation devant l'église me retint dehors après vêpres. Un baptême, sous le porche, avait attroupé des gamins. Sur la place, plusieurs hommes du bourg avaient revêtu leurs vareuses de pompiers, et les faisceaux formés, transis et battants de la semelle, ils écoutaient Boujardin, le brigadier, s'embrouiller dans la théorie. Le carillon du baptême s'arrêta soudain, comme une sonnerie de fête qui se serait trompée de jour et d'endroit. Boujardon et ses hommes, l'arme en bandoulière, emmenèrent la pompe au petit trou, et je les vis disparaître au premier tournant, suivis de 4 gamins silencieux, écrasant de leurs grosses semelles les brindilles de la route givrée où je n'osais pas les suivre. Dans le bourg, il n'y eut plus alors de vivant que le café Daniel, où j'entendais sourdement monter puis s'apaiser les discussions des buveurs. Et, frôlant le mur bas de la grande cour qui isolait notre maison du village, j'arrivais un peu anxieux de mon retard à la petite grille. Elle était entrouverte et je vis aussitôt se passer quelque chose d'insolite. En effet, à la porte de la salle à manger, la plus rapprochée des 5 portes vitrées qui donnaient sur la cour, une femme aux cheveux gris, penchée, cherchait à voir au travers des rideaux. Elle était petite, coiffée d'une capote de velours noir à l'ancienne mode. Elle avait un visage maigre et fin, mais ravagé par l'inquiétude. Et je ne sais quelle appréhension à sa vue m'arrêta sur la première marche devant la grille. « Où est-il passé, mon Dieu ?» disait-elle à mi-voix. « Il était avec moi tout à l'heure. Il a déjà fait le tour de la maison. Il s'est peut-être sauvé. » Et entre chaque phrase, frappait au carreau 3 petits coups, à peine perceptibles. Personne ne venait ouvrir à la visiteuse inconnue. Milly, sans doute, avait reçu le chapeau de la gare, et sans rien entendre au fond de la chambre rouge, devant un lit semé de vieux rubans et de plumes défrisées, elle cousait, décousait, rebâtissait sa médiocre coiffure.